Frédéric Bissonnier. Aujourd'hui, on va parler du plan de relance européen qui a été annoncé lundi 18 mai par le président Macron et Mme Merkel. Et il y a pas mal de discussions sur ce deal, beaucoup d'incertitudes ou de présentations un peu particulières de ce qu'il veut dire. C'est effectivement un événement important. En tout cas, on sent que ça a fait bouger des lignes qui étaient encernées, tranchées jusque, si je puis dire, entre la France et l'Allemagne depuis très longtemps. Et donc, c'est effectivement une avancée. C'est pas déterminant, comme on va le voir, mais c'est quand même une évolution très, 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 très importante. En fait, tout ça est lié à l'euro. Donc, l'euro, au départ, n'était pas construit comme une devise normale, puisqu'il n'y avait pas d'émission de dette par la Banque Centrale Européenne, pas d'émission de dette de la Banque Centrale Européenne. Et du coup, le budget de l'Union Européenne, où les dépenses de l'Union Européenne n'étaient pas financées par des émissions de dette, mais sont financées par les contributions de chaque pays. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental comme différence et un des facteurs de l'instabilité de l'euro et de son manque de cohérence. Et donc, on voit ici l'annonce que j'ai repris du courrier, où on voit Paris et Berlin ont proposé le 18 mai la création d'un fonds de relance pour aider l'Union européenne financé via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne. Et c'est ça vraiment l'élément très important. Alors ça veut dire quoi une dette européenne ? Pourquoi est-ce qu'on fait autant de bruit par rapport à ça ? En fait, c'est lié à la structure, on va dire, fédérale de l'Union européenne qui s'oppose à une structure beaucoup plus centralisée comme on l'a en France. Alors, je vais vous donner l'exemple de la Suisse. Un exemple fédéral intéressant, puis en plus à une échelle qui est assez gérable. Alors, il y a des caractéristiques de la Suisse qui ne sont pas reflétées en Europe, en particulier pour la taille de la dette et son évolution, mais en termes de structure, c'est intéressant de comparer. On voit la totalité des administrations publiques en millions de francs, donc en milliards. On voit la couche de la confédération, donc l'État fédéral, la couche des cantons et la couche des communes. Donc on voit bien qu'il y a une dette qui est émise à chacun de ces niveaux et c'est quand même assez important puisqu'on voit que c'est en proportion des éléments qui sont assez homogènes. On descend au niveau du canton, donc qui est la cellule locale, on va dire, qui correspondra à un État aux États-Unis, peut-être une région en France, même si on va voir c'est un peu différent, ou un Länder en Allemagne. Ces cantons ont la capacité d'émettre de la dette. Donc là, j'ai pris cette note du temps où on voit, donc c'était sur un commentaire sur le canton de Genève qui est fortement endetté par rapport aux autres cantons suisses. Et on voit ici, c'est intéressant, le canton seul, les cantons et communes, on voit que les communes ont la capacité d'avoir leur propre émission de dette pour financer leurs activités, leurs investissements et tout ce qu'elles peuvent faire. Alors ici, on voit l'évolution dans le temps des proportions de la Confédération, cantons, communes et les assurances sociales. C'est pas une erreur, hein, effectivement, en général, en Suisse, il y a des excédents budgétaires tous les ans. Donc l'échelle est juste. Je voulais juste mentionner ça en passant. Donc structure et évolution de l'endettement en Suisse. Donc on voit ici depuis le début des années 2000, donc on voit la proportion, puis on voit que la Confédération, donc l'État fédéral, représente à peu près un tiers du PIB et en gros la moitié ou un peu moins de la moitié de la dette. Et puis ensuite vient s'ajouter la dette des cantons et des communes au sein de ces cantons. Et la raison pour laquelle les cantons et les communes ont la capacité de s'endetter en Suisse, c'est que les revenus fiscaux sont répartis entre les communes, les cantons et la Confédération. Donc maintenant, on va voir l'exemple de la France, qui est un pays évidemment centralisé, très différent de l'Allemagne ou de la Suisse, mais vraiment de l'Allemagne dans le contexte européen, où vous avez un pays qui est extrêmement centralisé. Donc voilà la décomposition de la dette publique. Alors déjà, vous remarquez que depuis 2000, c'est pas plat. Et puis, mais ce n'est pas le point principal que je veux faire. Le point principal que je veux faire, c'est la proportion de l'État dans cette dette. Donc elle est vraiment très importante. C'est 80% de la dette qui est présente. Alors là, on arrive à 90% du PIB. Pour la Suisse, on était à 70, 90 et 70. Mais on a vraiment un niveau très élevé de dette. Et la raison, elle est très simple, c'est que les revenus fiscaux sont essentiellement au niveau de l'État. Il y a peu de revenus au niveau des collectivités ou des communes. Il y en a, mais ils sont bien plus limités que
les revenus, les impôts sur le revenu, la TVA, etc. Donc vous avez une composition très différente et une vue du coup conceptuelle très différente entre l'Allemagne, État fédéral, et la France, État pas fédéral du tout. Du coup, comment fonctionne quand même le budget de l'Europe? Parce qu'il y a quand même des dépenses au niveau de l'Union européenne. Donc c'est financé comment? Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que vous avez, pour accéder au budget de l'Europe, vous avez des contributions de chaque pays. Et donc chaque pays va contribuer sa part liée à son activité et à sa taille dans le budget de l'Europe. Et c'est ce budget qui va être décidé au niveau du Parlement européen et des commissions, et de la Commission européenne, et qui va donc être proposé et approuvé par ce Parlement. Et ça, c'est une dimension très différente en termes de structure. C'est-à-dire que vous avez des dépenses au niveau de l'État qu'on peut appeler fédéral, qui est l'Europe, qui n'est justement pas un État fédéral, mais il n'y a pas de dette pour la financer, vous devez le faire à travers le budget. Et ça, c'est un problème pour l'euro, c'est un problème fondamental en termes de structure de l'euro, de ne pas avoir de dette. Du coup, on va regarder le budget européen. Donc ça, c'est le budget européen 2021-2027 qui est en train d'être approuvé. Donc sur ces 7 années, le chiffre c'est sur 7 ans, c'est pas donc 1,3 trillion. Et c'était avant les annonces d'hier. Donc vous voyez ici la répartition du budget européen. Donc il y a des intentions qui sont mises en place, des budgets et des montants qui sont proposés, et ensuite les contributions sont mises en face de ça. Normalement, si vous regardez en Allemagne ou aux États-Unis, ce budget de l'État, il va être financé par de la dette qui est achetée par la Banque centrale ou par n'importe qui veut racheter cette dette nationale. Vous allez me dire alors, à quoi ça correspond, en quoi ça change quelque chose. C'est assez fondamental. Ici, je vous montre un graphique où on revient sur la période très difficile de 2011. On a vraiment parlé de la fin de l'euro à cette époque-là. Et la raison, c'est que on voit ici la période qui a précédé l'euro. Moi, je gérais le portefeuille obligataire à cette époque-là, et je me souviens très bien de cette convergence de l'Italie et de l'Espagne en particulier. La Grèce, on ne traitait pas trop, mais c'est surtout l'Italie et l'Espagne. Et vous voyez l'introduction de l'euro qui s'est faite ici, avec tous ces pays qui ont donc bénéficié de la signature collective de l'Europe et respectivement de l'Allemagne. Et vous avez, finalement, c'est resté assez stable au fil du temps pendant cette période. Et puis, il y a eu la crise de 2008, et ensuite les problèmes budgétaires qui étaient en fait la conséquence de la manière dont ces pays étaient rentrés dans l'Europe. Et vous avez les taux en Grèce, en Irlande, au Portugal, en Italie dans une moindre mesure et en Espagne, qui ont vraiment explosé, parce que là c'est des mouvements, on était à 4%, on est passé à 13%, voire à 18% pour la Grèce. Donc on s'est retrouvé avec une vraie une déconnexion en fait entre les pays qui ont la même devise. Donc c'est un risque de crédit, donc en soi c'est normal. Le problème c'est que c'est aussi, et c'est un point extrêmement important, les pays qui ont le plus de problèmes, donc qui ont potentiellement le plus besoin de financement et d'investissement pour se sortir de là, ils ne peuvent pas émettre de la dette, parce que vous ne pouvez pas émettre de la dette à 18%, enfin vous pouvez, mais ça creuse le trou. C'était bien le problème de la Grèce à l'époque. Et donc les pays se retrouvent dans une spirale négative dont il est très difficile de se sortir. Normalement, il y a une dévaluation de la devise, mais là, vous ne pouvez pas parce que vous êtes dans l'euro. Et donc, fondamentalement, le système était mal construit. Et c'était une évidence au début, mais c'est par des arbitrages politiques qu'on s'est retrouvé dans cette situation qui est devenue dramatique en 2011. Donc, c'était déjà à l'époque une volonté de faire qu'on ait de la dette européenne de façon à ce que on puisse avoir des taux relativement bas, parce que la signature collective de tous les pays européens, elle est vraiment très très forte, et du coup de pouvoir aider les pays qui ont des problèmes. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On se retrouve en fait dans une situation non pas économique, en l'occurrence c'est financière, qui était la crise de 2008, qui a entraîné une crise économique. Ici on a une crise sanitaire qui entraîne une crise économique, et du coup revient cette idée. Et vous voyez ici les commentaires. Donc c'est un signe d'optimisme au milieu de la tempête. Et donc la vraie volonté de pouvoir faire ce fonds de relance en le finançant avec de la dette qui va être garantie par tous les pays, de façon à aider ceux qui, on le voit ici,
une réelle solidarité envers les pays les plus touchés par la crise sanitaire. Donc on revient à l'idée de base qu'on avait à l'époque. On parle d'initiatives audacieuses parce qu'effectivement, elle est politiquement risquée, en particulier dans les pays du nord de l'Europe. Et c'est vraiment une dynamique très positive par rapport à l'Europe et son intention qui était très très mal partie de rester cohérente et de pouvoir se battre, se défendre contre des situations comme ça avec des outils auxquels elle n'a pas accès aujourd'hui. Alors on est loin de... Ici vous avez un commentaire, c'est le Wall Street Journal qui n'est pas forcément bullish sur l'Europe, mais ça vous donne aussi on va dire une mitigation de la réalité de ce qui se passe. On n'y est pas encore. Les États membres doivent approuver cela. Il y a cette notion de défaut collectif qui est difficile à appréhender, c'est-à-dire que s'il y a un défaut de l'Italie, ou de la Grèce, c'est tout le monde qui va devoir payer, enfin tous les autres, mais c'est bien le principe de la dette fédérale. Et donc, le chemin qui est pris pour rendre l'euro plus cohérent, on n'y est pas du tout encore, mais au moins c'est une pierre, c'est un pas en avant pour que l'euro soit plus cohérent, parce qu'évidemment son explosion serait une catastrophe pour l'Europe, mais aussi pour le monde, parce qu'il y a une force de cette devise qui est importante d'un point de vue financier, et le chemin pour sortir de là, en termes de dette, en termes de restructuration, en termes de défaut, pourrait être extrêmement compliqué. Voilà un petit commentaire sur ce plan de relance. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, partagez cette vidéo. Faites un petit like ou abonnez-vous parce qu'on va continuer régulièrement à faire ces commentaires. Merci, bonne journée.